Pour moi, je vous préviens, c'est toujours très difficile de faire mon témoignage. C'est parce qu'il y a des choses qui reviennent en mémoire au fur et à mesure que je raconte. Alors des fois, j'ai des petites poussées comme ça de... Alors je vais essayer. Ok. Bon. Alors d'abord, je m'appelle Jean Kutcher, K-U-T-S-C-H-E-R. Et j'avais 14 ans en 1940. Alors vous voyez, l'année prochaine, au mois de janvier, je vais avoir 90 ans. Donc ça fait très longtemps que ça s'est passé. Mais les souvenirs sont toujours là parce que pendant des années, il n'y avait pas un mot qui pouvait sortir de ma bouche. Alors je vais vous dire d'abord pourquoi je suis venu à témoigner. J'en suis venu à témoigner. Vous avez vu le musée, vous avez visité le musée. Et j'ai une petite cousine, elle a participé à la construction de ce musée. Et un jour, elle est venue chez moi, et elle m'a dit, tu sais, il faudrait que tu fasses ton témoignage, parce qu'après vous, enfin les derniers survivants, il n'y aura plus personne. Alors il faut que tu fasses ton témoignage au musée, il faut que tu viennes au musée faire ton témoignage. Moi, c'est très difficile pour moi. Mon épouse était là à ce moment-là, elle m'a poussé dans le dos avec Myriam, qui était ma petite cousine, qui s'est occupée de l'installation de ce musée. Et puis je suis venu au musée. Alors vous avez vu au milieu, il y a une colonne, et cette colonne, elle a une histoire. C'est qu'il y a eu une révolte à Varsovie, dans un ghetto où les Juifs étaient enfermés. Et là, les Allemands sont rentrés, les nazis sont rentrés, ils ont détruit le ghetto. Et en représailles, ils ont aussi détruit la synagogue qui se trouvait à côté. Alors là, les gens qui sont venus d'Europe, ils ont voulu faire une commémoration de machin, ils ont pris une colonne de là-bas, ils l'ont transportée ici, et ils ont mis une urne où il y a des cendres des morts qui sont morts à Auschwitz. Alors les gens peuvent venir prier, là. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs survivants qui viennent ici, parce qu'ils ne peuvent pas aller sur la tombe de leurs parents qui sont morts. Alors ça, c'est une histoire, bien sûr. Alors elle a voulu absolument que je vienne, alors je suis venu. Je me suis assis sur une chaise, comme ça, puis j'étais là. J'avais écrit beaucoup de notes pour pouvoir me rappeler. Et puis il y avait un étudiant de McGill qui était là, avec le directeur du centre. Ils ont commencé à me poser des questions. Et là, j'ai plus eu besoin de mes notes, d'un seul coup, tout est revenu à la surface. D'un seul coup, là, ça m'a soulagé. Ça a duré 2 heures, c'était très très difficile pour moi, mais enfin, j'ai pu communiquer avec moi-même aussi. Je suis arrivé chez moi, mon épouse m'a vu, elle m'a dit alors comment ça s'est passé. J'ai dit bon ben, j'ai pu enfin dire ce que j'avais à dire. Enfin, alors un peu plus tard, ma petite cousine est revenue parce qu'ici, il n'y avait pas beaucoup de francophones. C'était surtout des anglophones qui venaient dans ce musée. Mais il y a eu une vague d'émigration qui est venue du Maroc. Et là, il a commencé à y avoir des francophones. Ce qui fait qu'elle m'a demandé de faire le guide dans ce musée. Alors j'ai commencé à faire le guide, je me suis impliqué, et puis je suis resté là. Et maintenant, bien sûr, le musée est tellement grand que je ne peux plus. Alors je fais des témoignages devant vous, des jeunes, de la nouvelle génération, pour que les souvenirs ne s'effacent pas complètement, qu'on reste ensemble avec ceux qui ont disparu. Alors voilà pourquoi j'en suis venu à témoigner, pourquoi je suis là aujourd'hui, devant vous. Là, je vais revenir un peu en arrière. Alors ici, là, vous voyez, j'ai une carte de l'Europe. C'est l'Europe. Alors ici, vous avez une carte de l'Europe. Vous voyez? Et ici, ma famille à moi, elle a émigré de Russie et elle a atterri ici avec les pogroms qu'il y a eu, etc. Toute ma famille était
bien sûr désespérés, et ils sont arrivés ici à Tchernovitz, un village, une ville plutôt, où là ils ont pu se rassembler et commencer à faire des écoles, etc. Et mon grand-père, c'était un homme très religieux. Alors voilà, ça c'est la photo de mon grand-père, alors vous pouvez la passer. Et là, mon grand-père s'était établi là, il avait fondé une famille. Hein, alors c'était entre la Russie, alors j'ai noté un petit détail, pour vous, enfin c'est peut-être pas important pour vous, mais enfin c'est important pour moi. Alors c'est un village qui était partagé entre l'Ukraine, c'est-à-dire l'Ukraine c'est à côté de la Russie, hein, et ça a été annexé, c'est-à-dire il y a eu des guerres, et ça a été annexé successivement par l'Empire ottoman, hein, en 1538, ensuite l'Empire russe, en 1812, en Roumanie, en 1918, après la Première Guerre mondiale, et en 1940, par la Russie. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'était une ville qui était très cosmopolite, c'est-à-dire que toutes les langues étaient mélangées. On parlait le russe, on parlait le roumain, on parlait l'allemand, on parlait, etc., etc. Donc c'était vraiment une ville très, très, très moderne, parce que hein, maintenant, il y a beaucoup d'ethnies qui sont venues ici et qui se mélangent. Et là, mon père a commencé. Alors il y a eu la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, et mon père, bien sûr, était moins religieux que son père, et il a subi la Première Guerre mondiale, il a été fait prisonnier de guerre, il a eu la Révolution russe en 1917, ce qui fait qu'il a eu beaucoup, beaucoup de traumatismes, c'est-à-dire qu'il ne voulait plus vivre dans ce pays. Il voulait partir dans un pays où il pourrait élever ses enfants, hein, pouvoir les voir vivre librement. Parce que pour lui, le mot libre, c'était quelque chose de très important. Alors il a laissé ma mère était enceinte, et il a pris sa valise et il est parti. Il ne parlait pas un mot de français, rien du tout. Il a traversé toute l'Europe. Pour lui, ça a été très très difficile parce qu'il fallait qu'il est tout seul. Il est arrivé à Paris, en France. Après la Première Guerre mondiale, en 1920, quand il est arrivé à Paris, il a vu des balles dans les rues, les gens allaient partout, sur les mairies, il y avait des égalités, fraternités, etc. Pour lui, c'était vraiment quelque chose, un choc. Il a subi un choc. Et là, il est tombé amoureux de Paris. Il a dit, moi, c'est là que je veux vivre. C'est là que je vais élever mes enfants. Et il est resté à Paris. Et il a fait venir ma mère, Sophie. Elle venait d'accoucher de mon frère Max. Et là, la vie a commencé. Hein. Alors, après la guerre, après la Première Guerre mondiale, il y avait quand même des restrictions. C'était très, très difficile. Il a fallu qu'il trouve du travail. Il a trouvé du travail chez un cousin à lui, qui était installé à Paris depuis déjà quelques années. Puis là, la vie a commencé. Alors, il y a eu les naissances. Il y a eu d'abord mon frère Max. Il est né en 1920. Ensuite, il y a eu mon frère Albert, qui est né en 1923. Moi, je suis né en 1926. Mon frère Teddy, 1927, et ma petite sœur Yvette en 1931. Donc, on était 5 enfants, hein, dans un petit logement, pas très grand, hein, parce que mon père venait de travailler, bien sûr, mais il gagnait sa vie très péniblement, mais enfin, il fallait qu'il élève ses enfants. On était 5. Alors, on allait aller à l'école. On était libre, complètement. Mon père, jamais, jamais, je n'ai entendu nous donner des suggestions, fais pas ci, fais pas ça. On était complètement libre. On était vraiment des petits titis parisiens, on se baladait partout. On allait à l'école. À l'école, en France, les écoles étaient laïques. Donc, la religion ne rentrait pas du tout. Mon père non plus ne voulait pas que ça rentre dans la maison. On a été élevés comme des Français. Et nous, on se sentait Français
à part entière, complètement. Alors les écoles, comme je vous ai dit, étaient laïques. Il y avait les écoles de filles, il y avait les écoles de garçons. Alors on emmenait ma petite sœur Yvette à l'école, on la déposait, puis nous on partait tout seul. On traversait les rues à Paris, c'était quand même assez compliqué, mais enfin, on y arrivait. Et là, quand on allait au cinéma, par exemple, dans ces années-là, ils nous projetaient un film. Mais avant le film, ils nous projetaient un film, c'est-à-dire ils nous projetaient les actualités. Les actualités, puis on voyait dans ces actualités des gens qui se faisaient arrêter, des avocats qui n'avaient plus le droit d'exercer, des médecins qui n'avaient plus le droit d'exercer, hein, les squares, c'est-à-dire étaient fermés, hein, il n'y avait pas possibilité d'avoir de radio, de bicyclette. Et c'était quoi? C'était des juifs, ils s'en prenaient aux juifs. Alors nous on était étonnés, on savait qu'on était juifs, mais enfin on ne pratiquait pas, mais on savait qu'on était juifs, on disait mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment ça se fait qu'on arrête ces juifs là-bas, hein, en Allemagne? Un dictateur avait pris le pouvoir, il avait dissous toute l'Assemblée, etc. Il avait pris le pouvoir, et là, il avait fait des lois en conséquence pour arrêter les Juifs. Alors, nous, on était étonnés. Quand on sortait du cinéma, on allait voir mon père. On lui disait, mais comment ça se fait qu'ils arrêtent des Juifs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'on les arrête? Alors, mon père dit, oh, ici, vous risquez rien. Vous risquez rien, vous êtes en France ici. Liberté, égalité, fraternité, il vous arrivera jamais rien. Alors on était soulagés, bien sûr. Et on repartait à l'école, on vivait, etc. Mais on entendait des bruits de guerre. Hein. Il y avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, le dictateur qui avait pris le pouvoir en Allemagne. Et là, ils ont commencé à envahir tous les pays qui étaient à côté. C'est-à-dire, vous voyez, ici, là, vous avez l'Europe, et tous ces pays-là, qui sont là, ont été envahis par les Allemands. C'est-à-dire que l'Italie était l'allié de l'Allemagne, mais tous ces pays-là, hein, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Hollande, tous ces pays ont été envahis en l'espace de quelques temps, sauf l'Angleterre, hein, et quelques pays dans le nord, hein, l'Espagne aussi, parce qu'il y avait un gouvernement qui était pro-nazi aussi, ce qui fait qu'ils ont progressé, et là, ils ont franchi toutes les lignes qu'il y avait et ils ont envahi la France. Et pour nous, ça a été un choc. Pourquoi? Parce que la Première Guerre mondiale avait été gagnée par les Alliés, enfin les Américains, les Anglais, les Français. Et là, ils ne s'attendaient pas du tout à ça, mais les troupes n'étaient pas très préparées. Hein. Ils étaient aussi nombreux et puis aussi armés les uns que les autres, mais il n'y avait pas le courage qu'il fallait pour pouvoir vaincre. Et là, ils sont rentrés sur les Champs-Élysées à Paris, et là, ils ont commencé à défiler. Moi, j'étais là. Mon père était parti avec mon frère aîné comme militaire dans l'armée. Et nous trois, moi, ma mère, mon frère Teddy, mon frère Albert, lui, c'était un type extraordinaire. Hein. C'était mon héros à moi. Il était tout le temps en vadrouille, etc. Et là, ils ont pénétré à Paris et la guerre s'est terminée. Alors, il y a eu un armistice qui a été signé entre le gouvernement nazi, l'Allemagne, et la France. Et la France a été séparée en deux. Alors, vous voyez, ici, il y a une ligne. Ici, ça, c'est la carte de la France. Alors, d'un côté, c'était occupé par les Allemands, et de l'autre côté, il y avait un gouvernement français qui était entièrement en collaboration avec les nazis. Ils avaient mis ici une ligne de démarcation, et ça vivait en cohabitation. Alors, tu peux faire la faire passer. Alors, pour nous, ça a été un choc, hein, de voir que la France était complètement divisée, il n'y avait plus rien à manger,
hein, ils avaient mis des tickets de rationnement, etc., etc., enfin, tout un tas de choses. Et en 1940, quand ils ont occupé Paris, ils ont mis des affiches. Et sur ces affiches, il y avait exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure. L'interdiction aux enfants d'avoir des bicyclettes, interdiction d'aller dans les parcs, etc., couvre-feu, enfin, les médecins n'avaient plus le droit d'exercer, etc., etc. Alors pour nous, ça a été vraiment effrayant. D'abord, ils avaient ramassé toute la nourriture qui traînait pour les envoyer aux troupes allemandes. Et nous, on était là et on attendait. Et là, ça a commencé. Mon père, en 1941, il continuait à jouer avec ses amis aux cartes dans son café habituel. Mais lui, il ne s'occupait pas du tout de l'occupation, malheureusement. Et il a été arrêté. Il a été arrêté dans le café où il jouait aux cartes avec ses amis. Et là, ils l'ont mis dans un camp. Et il a été enfermé avec d'autres prisonniers, avec d'autres juifs et avec d'autres au camp de Drancy, un camp abominable qui était gardé par la gendarmerie française. Après, elle a été remplacée par les nazis, mais au début, c'était gardé par la gendarmerie française et il n'y avait pas d'infirmiers, il n'y avait pas de médecins. La nourriture arrivait difficilement à rentrer. Ma mère, avec ma petite sœur Yvette, allait le voir tous les jours pour lui amener des médicaments, etc., parce qu'il était tombé très gravement malade. Il toussait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et là, à un moment donné, ça s'est arrêté parce que les nazis ont remplacé les gendarmes français. Et là, il n'y avait plus d'entrée dans ce camp. Un camp qui était hermétiquement clos. Hein, on n'avait pas de nouvelles, on n'avait rien, sauf des brides par moment. Hein, des gens qui s'échappaient ou alors qui, par d'autres amis, etc. Et là, on savait qu'il était très malade. En 1941, mon frère Albert, lui, comme je vous disais tout à l'heure, c'était un type formidable, hein, il était jeune. Mon frère Max, lui, était parti dans le maquis, alors je vous expliquerai tout à l'heure, si vous posez des questions. Il était parti dans le maquis parce qu'il a manqué d'être arrêté dans le métro par un officier de police qui l'avait laissé partir. Et là, mon frère Albert, lui, était tout seul pour nourrir le restant de la famille. Alors il avait imaginé d'aller chercher ailleurs de l'argent pour pouvoir nourrir sa famille. Il avait loué un camion et il allait chercher des bouteilles vides. Pourquoi des bouteilles vides? Parce que quand la guerre s'est terminée, il y a eu 2 millions de prisonniers de guerre. 2 millions. Vous vous rendez compte, 2 millions, ça fait beaucoup d'hommes. Et là, tout était fermé, toutes les usines ne fonctionnaient pas, etc. Alors lui avait imaginé d'aller chercher des bouteilles vides parce qu'il n'y avait pas d'usine qui fabriquait des bouteilles. Alors, et puis après, il les ramenait à Paris, et là, il les échangeait contre de la nourriture dans les épiceries, parce que les épiceries avaient besoin de bouteilles vides pour pouvoir mettre des liquides dedans, que ça soit n'importe quoi. Alors, il échangeait ça, et puis ça nous permettait de rester en vie. Mais, après, on a appris ça après la guerre, c'est qu'il y avait un commencement de résistance à Paris. Et ils se sont servis de mon frère, qui était un jeune homme très courageux, il voulait absolument s'impliquer. Et il servait de... Parce que la résistance, je vous expliquerai, entre la résistance et ceux qui partaient dans le maquis, il y avait une différence. C'était des petits groupes d'hommes de 3, 4, pas plus. Et là, il allait là-bas et il servait de boîte aux lettres. C'est-à-dire boîte aux lettres uniquement orale, pas d'écrit, rien du tout. Et il transportait ces messages à des gens qui commençaient à faire un réseau de résistance. Et là, il a été arrêté en pleine rue par 2 agents de la Gestapo allemand
Et on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais il a atterri au camp de Drancy avec mon père. Et là, on a appris qu'il est resté avec mon père, parce qu'il a vu mon père dans quel état il était. Et ils sont restés tous les deux, et ils ont été déportés, et ils sont morts tous les deux à Auschwitz. Là, j'ai des documents avec leurs noms, ici. Enfin, je vous montrerai ça quand vous poserez des questions tout à l'heure, où on les voit tous les deux dans le... On les voit inscrits tous les deux dans le train numéro 3, c'est-à-dire le troisième train, hein, 1, 2, 3, il y en a eu 2 avant eux. Ils ont été transportés tous les deux en même temps, en Allemagne, où ils sont morts à Auschwitz. En 1942, il y avait ma mère, moi, mon frère Teddy, ma sœur Yvette, nous étions dans notre appartement. Max, lui, était parti dans le maquis, heureusement. Et la police française a fait irruption dans notre appartement en fracassant presque la porte. Il y a un grand type en noir qui s'est avancé vers ma mère et il lui a dit avec un accent assez bizarre, il lui a dit « Préparez-vous, on vous emmène ». Ma mère, désespérée, elle s'est jetée à ses pieds, je la vois encore. Elle a supplié ce bonhomme de laisser ma petite sœur, Yvette. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils nous ont embarqués tous les 4 dans un autobus et ils nous ont amenés au poste de police, qui était, pour nous, ça nous a paru une éternité avant d'arriver. Ma mère qui pleurait, ma petite sœur dans ses bras, elle était là. Et là, on est arrivé au poste de police. Ils ont séparé ma mère, ils l'ont mis dans une pièce à côté, la porte était légèrement ouverte. Enfin, c'est dans mon imagination certainement, parce que si elle avait été enfermée quelque part, elle se serait précipitée sur nous. Et là, on était tous les 3, là, mon frère Teddy, moi et ma sœur Yvette. Il y a un policier qui s'est avancé vers moi en me pointant du doigt, comme ça, j'étais grand. Mon frère m'a regardé comme ça, il m'a dit « T'as 18 ans, toi hein ?» Alors, je vous expliquerai pourquoi j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit oui. Ah bon, d'accord. Alors, et puis il est parti dans une pièce à côté, il est revenu. Il m'a dit « Bon, écoute, il m'a regardé dans les yeux comme ça, il m'a dit « Écoute, prends ta sœur et ton frère par la main et va-t'en. » Moi, je suis resté figé sur place, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas. Ma mère était là, et je ne bougeais pas. Alors, ma sœur pleurait, elle était là, elle me regardait sans arrêt, mon frère me fixait. Enfin, il s'est avancé vers moi, il m'a poussé comme ça, il m'a dit « Prends la porte, allez, va-t'en. » Alors, je suis parti. J'ai laissé ma mère. Et là, quoi faire? Plus personne, plus de famille, que nous 3. Mais par chance, ou plutôt par miracle, ma sœur avait une amie, Michel Zévaco, où elle allait faire ses devoirs 3 fois par semaine. Et Michel lui avait dit à ma sœur, si t'arrive quoi que ce soit, tu viens chez moi. Viens te réfugier chez moi. Alors c'est ce qu'on a fait. On a frappé à la porte. Quand elle nous a vus, elle a compris tout de suite. Elle a pris ma sœur dans ses bras, elle l'a serrée très fort. Ma sœur pleurait à chaudes larmes. Et nous deux, on était figés, là, on ne savait pas quoi faire. Et elle a gardé ma sœur. Elle est restée dans cette famille-là jusqu'à la fin de la guerre. D'ailleurs, ma sœur est venue faire un témoignage. Un jour, elle a expliqué comment elle avait été reçue. D'abord, il y avait une étoile qu'elle devait porter, l'étoile de David. Elle lui a enlevé l'étoile. Elle l'a habillée pareil que sa fille.
Elles avaient toutes les deux les cheveux blonds, et puis elle les a renvoyées à l'école. Tout le monde à l'école savait que ma petite sœur était juive. Hein. Personne n'a rien dit. Les professeurs n'ont rien dit. Et toutes les classes autour n'ont rien dit. Et c'est comme ça qu'elle a été sauvée. D'ailleurs, ma sœur, quand elle est venue avec sa fille visiter l'école où elle avait été, il y avait une plaque de commémoration plaquée sur le mur où son nom ne figurait pas. Il aurait pu figurer si elle avait été arrêtée. Et là, elle est restée jusqu'à la fin de la guerre dans cette famille qui maintenant ne sont plus là, mais ils sont toujours là dans nos cœurs. Et on a planté un arbre pour eux en souvenir d'un juste, quoi, en Israël. Alors voilà, vous voyez, c'est terrible de perdre sa famille, mais nous deux, on restait nous deux. Qu'est-ce quoi faire? Hein, plus personne autour de nous, plus rien. Mais on avait une tante qui avait, elle, qui était partie de l'autre côté. Je vous avais vu la carte. Alors il y avait une ligne de débarcation. Il fallait passer cette ligne-là, hein, qui était gardée par les nazis. Hein, et on est parti. On a dit, bon, on va rejoindre ma tante là-bas, qui était à Limoges, hein, de l'autre côté de la ligne de débarcation. Et on est partis tous les deux. Ben alors, on a fait un périple. Hein, on était complètement sales, on n'avait pas d'habits, on n'avait rien, on n'avait pas de chaussures, on était sales, on a fait un périple, on a même été jusqu'en Suisse pour pouvoir passer, on n'a pas pu, on est revenu, on a été indiqué par des gens pour pouvoir passer, etc. Puis en pleine nuit, on s'est couché un jour, on est restés là tous les deux blottis l'un contre l'autre, puis là, on s'est levé, on est parti. Il y avait quand même des miradors, il y avait des chiens, il y avait toutes les Allemands qui gardaient la ligne. Et on est arrivé à un moment donné, on a vu un bonhomme, on a dit, mais où on est ici, monsieur? Il dit, vous êtes en France. On était passés comme ça, par miracle, on est arrivé à passer tout seuls, tous les deux. Incroyable. On est arrivé, alors le bonhomme a eu pitié de nous, il nous a vus dans l'état où on était. Il nous a hébergés pendant quelques jours. Et après, on est reparti rejoindre ma tante, qui était à Limoges, mais là, elle n'a pas pu nous garder. Il y avait des bruits de guerre, etc. Ils arrêtaient déjà les Juifs aussi. Le gouvernement français du maréchal Pétain était complètement allié avec les Allemands. Alors, il commençait à y avoir des arrestations, etc. Elle avait peur. Alors, on a été dans un camp de jeunesse. Mais moi, je n'ai pas pu rester. J'ai dit, il faut absolument que je retrouve ma famille, parce que je ne savais pas. On ne savait pas du tout ce qu'était devenu mon père, ma mère, etc. À ce moment, on n'avait pas de nouvelles, rien du tout. Et puis ma petite sœur, quand même, que je voulais voir. Alors j'ai laissé mon frère qui était là, qui restait à Limoges avec le commandant du camp qui l'avait sauvegardé. Il savait qu'il était juif. Et moi, je suis reparti tout seul. Je suis arrivé à Paris, j'ai vu ma sœur. Comment elle était bien, elle était dans cette famille, elle était protégée. Moi, j'ai trouvé du travail, j'ai falsifié mon nom. Alors, je vais vous expliquer, parce que ça, c'est important, parce que si je n'avais pas dit que j'avais 18 ans, hein, on a retrouvé dans le train où ma mère a été transportée, dans le train numéro 37, on a retrouvé des enfants de 16, hein, de 15, de 14, même des enfants, des bébés, des vieillards, etc., dans ce train qui était parti à Auschwitz, où ma mère a été déportée dans ce train numéro 37, où elle est morte aussi à Auschwitz. Alors vous voyez, tout ça, c'est des souvenirs qui me reviennent. Alors, je vous ai expliqué pourquoi j'avais dit 14 ans, non, hein. C'est que j'avais une petite amie d'enfance, Christiane, qui avait 14 ans quand je l'ai rencontrée, et moi j'avais 12 ans. Alors, vous savez, quand on est jeune, etc., bon, on ment pas, mais enfin, disons, on fait des petites femmes. Quand on me demandait mon âge, par hasard, je disais que j'avais le même âge qu'elle, 14 ans. Hein, quand elle avait 14 ans, moi j'avais 14 ans. Quand elle avait 16 ans,
moi j'avais 16 ans, etc. Et quand je suis arrivé devant ce policier qui m'a dit, j'étais persuadé de mon âge. Quand il m'a dit t'as 18 ans, parce qu'il savait, lui, qu'est-ce qui allait nous arriver, si je disais pas oui, je lui ai dit oui. Et c'est ça qui nous a en partie sauvé la vie à mon frère et à ma sœur, parce qu'il a compris que j'étais suffisamment adulte pour pouvoir emmener ma sœur et mon frère. En plus, on était nés en France, on était français, donc, mais enfin, lui aussi c'est injuste. Il a voulu nous sauver la vie, dans le fond. Hein, il aurait pu très bien dire, bon ben voilà, allez, on vous emmène avec votre mère, et puis c'est fini. Et il nous a sauvé la vie. Vous voyez, alors, il y a eu comme ça des miracles qui se sont accomplis. Alors moi, bien sûr, je suis revenu à Paris, j'ai vu ma sœur qui était bien. Et là, il y a eu un décret qui a été fait par les Allemands et les Français pour pouvoir emmener des jeunes Français en Allemagne pour travailler. Et en échange, ils enverraient des prisonniers. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait 2 millions de prisonniers de guerre. Alors, il faisait un échange entre les jeunes qui allaient travailler. Pourquoi? Parce que tous les Allemands, enfin tous les nazis, étaient sur les fronts. Ils se battaient contre les Russes, ils se battaient contre tout le monde. Ce qui fait qu'il n'y avait plus personne en Allemagne. Tous les jeunes, alors il fallait amener des jeunes pour travailler dans les usines, pour pouvoir construire, etc. Alors ils avaient emmené un groupe. Et moi j'ai été requis comme ça s'appelait le travail obligatoire. Et j'ai été emmené comme ça. Enfin, il y a eu tout un tas d'épisodes. Je suis passé devant le médecin sans qu'il m'ausculte parce que le train arrivait, etc. Enfin, c'est toute une histoire. J'ai eu encore un coup de chance, quoi, où je suis passé à travers. Et là, j'ai atterri en Allemagne. Et là, bien sûr, je me suis mis... j'étais sur une péniche et on était traîné par un remorqueur et on allait partout porter du matériel. Et là, j'ai été délivré par les troupes américaines, par les Canadiens d'ailleurs, dans le nord de l'Allemagne. Hein, et les premiers mots que j'ai entendus, c'est des mots en français, parce que quand on est sorti du bunker où on était enfermé, on est français, on est français. Ah bon, vous êtes français, venez par ici. Alors ils nous triaient, etc. Et ça devait être certainement des Québécois qui étaient dans l'armée canadienne, qui étaient dans l'armée anglaise. Alors j'ai été délivré comme ça, et là je suis revenu à Paris. J'ai servi d'interprète pendant un moment, parce que je parlais très bien l'allemand. Et là je suis revenu à Paris, et malheureusement, il n'y a personne qui est revenu. Il y avait mon frère Max, mais mon frère Teddy, ma sœur Yvette, et moi. Et on a attendu les trains qui arrivaient de la gare de l'Est. Ils débarquaient des trains, ils étaient en habits rayés, maigres, on ne les reconnaissait pas. Et là, on a attendu, on est revenu 3, 4, 5, 6 jours. Là, ils ne sont jamais revenus. Alors, en désespoir de cause, j'ai été revoir Christiane, mon amie d'enfance. Et là, je me suis engagé dans l'armée française pour pouvoir, parce que la guerre n'était pas terminée. Alors je voulais aller combattre les Allemands qui avaient fait ces atrocités. Et là, quand je suis passé devant le médecin militaire, il m'a ausculté, il a vu comment j'étais vraiment dans un état pitoyable. Il n'a pas voulu m'envoyer en Allemagne, il m'a envoyé faire mes classes en Maroc, où là je suis resté quelque temps. Et quand la guerre n'était pas terminée contre le Japon, ils ont demandé des volontaires. Et là, je me suis précipité comme volontaire et je suis resté 26 mois en Indochine. En Indochine, où la guerre n'était pas terminée contre les Japonais. Là, je suis revenu et puis j'ai revu ma famille. Et la vie a continué. Et là, j'ai immigré ici, au Canada, en 1971, à Montréal, avec mon épouse. On est arrivé ici, et là, on a commencé une autre vie. Alors voilà. Alors, pour moi, ça a été tout un défi de reprendre possession de ma vie, parce qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose. Mais j'ai été ici entouré tellement d'amour
tellement de choses. Mon épouse, décédée en 1999, on a été mariés 50 ans. Elle m'a soutenu toute mon existence. Hein. J'ai eu des enfants, moi-même non, parce que mon épouse a eu une grave opération, elle n'a pas pu avoir d'enfants. Mais j'ai eu quand même des enfants de mon frère, 2 filles, qui sont parties d'abord ici à Montréal. Et mon épouse, comme elle les avait élevés pratiquement, elle a voulu les rejoindre. Alors on est venu à Montréal. Ils ont eu 2 enfants, 2 filles qu'on a adoptées. D'où ils avaient 2 pères et 2 mères. Et là, il y a eu le mariage de ces 2 filles. Ils se sont mariés avec des juifs marocains. Ils ont eu 5 enfants. Et de 5 enfants, maintenant, il en est sorti 23 arrière-petits-enfants. Alors vous voyez ici, là j'ai une photo. Alors quand j'ai eu 80 ans, ils se sont tous mis autour de moi. Vous voyez, tiens, tu peux faire passer la photo. Vous voyez, alors ils sont tous là. Et là je suis entouré d'amour. Et c'est ce qui m'a sauvé. Bon, alors en attendant que vous y réfléchissiez, moi j'ai une histoire à vous raconter. Alors, j'étais devant un groupe de jeunes du cégep, et il y a une jeune fille qui s'est levée. Elle me dit, mais nous, à notre âge, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'était une question assez quand même troublante. Je me suis bien réfléchi, et puis je me suis souvenu d'une histoire que j'avais entendue à la radio. C'était une Africaine qui avait obtenu, même pas, je crois qu'elle avait le prix Nobel, et elle avait raconté cette histoire. Il y a une forêt qui se met à brûler entièrement. Tous les animaux s'en vont, ils se sauvent, sauf un petit oiseau-mouche. Petit oiseau-mouche qui s'en va dans le lac voisin, qui prend une goutte dans son bec, et puis bon, dans l'oiseau-mouche ça va vite, hein, mais ça ne transporte pas beaucoup d'eau. Alors il jette ça comme ça, les animaux se retournent, et puis ils rigolent, ils disent « À quoi ça sert ce que tu fais là ?» Alors le petit oiseau se retourne et dit « Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. » Alors vous voyez, quand on additionne toutes les petites gouttes d'eau là, que vous êtes d'ailleurs, vous voyez, on peut faire des grandes choses.